Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Encore Jeune, ici Jean-Paul Moreau. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe des programmes pour la santé mentale. Notre invitée, Mme Marie-Josée Turenne-Lucien, en est une des responsables et nous explique à temps sur plus ce dont il va être question, notamment à propos de la santé mentale. Marie-Josée Turenne-Lucien, bonjour. Bonjour, Monsieur Moreau. Avant qu'on commence à parler de santé mentale, parce que on vous a contacté pour ça spécifiquement, j'aimerais quand même qu'on aborde un tout petit peu votre parcours, qui est assez, comment dirais-je, hors de l'ordinaire, d'après les discussions hors antenne que vous et moi on a eues. Pour commencer, vous êtes originaire d'Haïti, c'est bien ça? Oui, bien sûr, je suis originaire d'Haïti et comme je vous l'avais dit, euh, j'ai commencé comme comptable à l'hôpital Hmm. général en Haïti. J'étais comptable à l'hôpital qu'on appelait à ce moment-là l'hôpital Université d'État d'Haïti. Et de là, étant comptable, je travaillais surtout avec les gens et j'ai vraiment aimé le contact avec les gens. J'étais dans le plus avec le service du personnel. Alors, j'ai Mhm. décidé d'apprendre la psychologie. Et c'est là Et que j'ai donc, été et oui, psychologie. oui, j'allais dire, et c'est là donc par conséquent que votre contact avec les gens s'est fait à l'hôpital, bien entendu. Mais vous me disiez aussi que, comment je dirais, c'est de famille d'être au service des autres. C'est presque une, Oh, comment je dirais, une seconde nature chez vous. oui, ma mère alors elle est encore vivante, elle a travaillé comme infirmière en Haïti à l'hôpital des Chapelles Albert Schweitzer. Ensuite, elle a travaillé à l'hôpital général où j'ai travaillé aussi. Ensuite, à l'hôpital de Dikini en Haïti. Et elle était plus femme sage aussi. Il y a beaucoup Mhm. d'enfants qui sont nés par elle. Alors, c'est ça, ça vient. Et au début, hein, je ne voulais pas être infirmière comme elle. Mais à l'hôpital Évidemment. général, à l'hôpital général, même de là étant, je ne voulais pas être infirmière. Ça a été quoi l'élément déclencheur, hormis peut-être que c'était dans votre ADN de le devenir à un moment donné ou à un autre, mais est-ce qu'il y a une expérience, comment dirais-je, humaine, une expérience particulière de vécu qui a fait que la balance a changé de côté, comme on dit? Vous êtes passé des chiffres aux humains. Vous savez, il y a quelque chose, c'est ici au Canada, quand je suis venue au Canada. J'ai une amie qui m'a conduit, elle voulait aller chercher un talon de chèque dans une institution de soins de longue durée. Et puis, quand je suis arrivée avec elle, il y avait beaucoup de personnes âgées assis dans la cour. Je les regardais, je lui ai posé la question, mais pourquoi ces personnes sont là? Pourquoi les grands-mamans et les grands-papas sont tous réunis ici? Est-ce qu'il y a une activité récréologique ou je ne sais pas? Elle m'a dit non, c'est là qu'ils vivent. Hmm. Ça, c'était pour moi un choc. J'ai dit, comment ça, ils vivent ici? Est-ce qu'il y a pas ils n'ont pas de famille? Elle m'a dit non, c'est la façon, le système ici, ils ne peuvent pas vivre pour tout seuls, alors ils sont obligés d'être ici. J'ai dit, je veux travailler ici. C'est Dis-moi, très qu'est-ce qu'il faut intéressant faire? qu'il faut faire, oui, exactement. Et quelle est la première chose que vous avez faite à ce moment-là? J'étais à la cité collégiale à porter tout, mais j'ai été le lendemain même et ils m'ont dit, Hmm. je voulais savoir ce qu'il fallait faire. Je leur ai demandé quels sont les prérequis et puis je n'avais pas beaucoup de cours à prendre parce que j'avais déjà un background rempli d'informations. Mon éducation était assez élevée et puis j'ai passé les examens à plus, bien entendu. Et puis j'ai eu les cours de nursing, les cliniques et puis la pharmacologie qui me manquait. Et puis, dans 9 mois, j'ai commencé comme infirmière auxiliaire. Et de là Ça, c'est étant, j'ai
Moi, Oui. et à la place que j'ai apporté mon papier, ils m'ont, j'ai apporté mon papier chez eux et mon certificat. Et puis, j'ai été embauchée. Et d'ailleurs, ce sont eux qui m'ont dit, tu sais, tu n'es plus obligé d'écrire infirmière auxiliaire graduée, tu m'es autorisée parce qu'on a parlé avec l'ordre, tu as passé l'examen de l'ordre. J'ai dit, eh bien, OK. Et j'ai travaillé là. J'ai Très aimé. intéressant. Oui, j'imagine. Très intéressant, justement, de voir que cette nouvelle approche-là, si vous voulez, cette nouvelle perspective pour vous, vous est autant plu et presque immédiatement. Euh, je vais vous demander peut-être de nous signifier la différence entre une infirmière auxiliaire, on dirait autorisée ici, bon, peu importe la dénomination, mais le genre de travail qu'il y avait à faire à ce moment-là à Haïti et le genre de travail qu'une infirmière auxiliaire fait ici, parce que vous connaissez très bien notre milieu aussi. C'est quoi la principale différence? Ça m'amuse. OK, parce que moi, j'ai pris d'autres cours pour être infirmière Mhm, autorisée. Il y a infirmière auxiliaire autorisée qui, c'est sûr que vous avez le nombre d'informations et de formations est limité considérablement parce qu'il y a beaucoup d'autres informations surtout pour la pratique. Au moment où je prenais le cours d'infirmière auxiliaire, et c'est ici au Canada, ce n'est pas en mhm, Haïti. En Haïti, par contre, ma mère, qui était infirmière auxiliaire, elle a travaillé plus que tout, même des médecins ici, ce sont des actes réglementés par des médecins qu'eux autres, ils posent. hmm. Parce que faire des pansements et puis des pansements même pour coudre un pansement très profond, une blessure très profonde en Haïti, les infirmières auxiliaires ont l'autorisation de faire ça. Même débuter, initier une soluté. Tandis que ici, les infirmières auxiliaires n'ont pas ce droit. Les infirmières non plus. Pour débuter, il faut l'ordonnance du médecin. Et même pour coudre un pansement, il faut aller Hmm. le médecin et qui fait ça. C'est très intéressant de voir que la différence au niveau comment je dirais, de la pratique médicale, j'ai comme l'impression, et corrigez-moi si je fais erreur, mais votre mère, par exemple, elle avait beaucoup plus de liberté à guérir, à aider les gens, à guérir les gens, que ici en Amérique du Nord, non? Est-ce que Oh oui, c'est le oh même oui. affaire? Oh oui, oh oui. Mettre au monde des gens, des bébés, il y a des Mhm, multiples bébés qui sont nés par ma mère et qui, ici, qui vivent maintenant en Amérique du Nord et il y a l'une des filles nées de ma mère, je veux dire, et elle avait dit elle nous dit que sa maman lui fait comprendre que si elle est vivante, c'est ma maman parce qu'elle était née, elle ne respirait pas et puis ma maman a fait le bouche à bouche avec elle, bébé, et puis elle a eu la vie. Elle raconte c'est toujours. vraiment, oui, tout à fait. Moi, j'ai l'expérience de l'Afrique, Madame Turenne Lucien, et la médecine qu'on appelle la médecine de brousse, c'est encore une autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais s'il y a une caractéristique, c'est justement que les auxiliaires, les infirmières, les médecins ont beaucoup plus de liberté et beaucoup plus facilement peuvent plus facilement guérir les gens là où ils se trouvent. Ma question est importante dans ce sens-ci que est-ce que la médecine de ville par rapport à la médecine de campagne à Haïti, est-ce qu'il y a une grosse différence? La différence, c'est que les médecins ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de territoires sous leur responsabilité, tandis que, disons, à Port-au-Prince, parce que j'ai vécu en province, et je suis née à Mhm, Verrette, dans mhm, l'Artibonite, département de l'Artibonite, et j'ai été à Port-au-Prince, et quand je regarde la pratique des médecins, c'est plus
ça ressemble beaucoup plus à ici au Canada. Parce que vous avez votre clinique, vos clients, et qui sont enregistrés et pour prendre rendez-vous, tout ça. Tandis qu'en province, vous avez le territoire est très large et pour le déplacement, c'est toute une autre chose. Alors, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'infirmières et infirmières auxiliaires pour pouvoir supporter ce seul médecin pour toute la zone. Ouais. Tout à fait. On a fait appel à vous, bien sûr, parce que vous êtes évidemment comptable, mais vous êtes aussi psychologue, bien entendu, et infirmière. Et j'ai envie avant qu'on ne passe à la deuxième partie, bien sûr, on va faire une pause, mais dans quelques minutes seulement. Avant ça, j'ai une question particulière en ce qui vous concerne. Est-ce que, justement, l'aspect psychologique, maintenant que vous possédez bien l'aspect infirmier de la chose, quel ajout vous a apporté, justement, l'aspect psychologique des choses? Je peux vous dire, j'ai eu mon éducation en Haïti, mais je n'ai pas pu la pratiquer parce que non seulement quand je suis rentrée au Canada, c'était suite à des problèmes politiques un peu dont je ne voudrais pas ouvrir cette boîte qui pourrait en dire larmes. Mais c'est difficile. Mais par contre, quand je suis venue ici avec le nombre d'années pour acquérir et seulement la reconnaissance des acquis, c'est toute une démarche et ensuite avoir à faire un bac, ensuite même ma maîtrise, ensuite un PhD et je suis à peine arrivée dans un pays où je n'ai pas de ressources qui m'attendaient. Il aurait fallu que je commence par moi-même pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table et moi, il y a une chose dont je suis c'est ma façon. Alors, il y a beaucoup de nous, alors mes frères et sœurs, pareil, nous préférons aider que d'aller chercher l'aide qu'on donne. Alors, moi, j'ai travaillé comme dans le service de maintenance. J'étais nettoyeur. Et j'ai travaillé 1 an pour avoir il faut faire un impôt. Et avec ça, je pourrais aller chercher un prêt étudiant. Alors, c'est très intéressant, hein? Ouais. Les chemins pour arriver à notre but sont parfois très, très sinueux. Avant qu'on passe à la pause, je le disais, on va y arriver bientôt, mais avant qu'on passe à la pause, j'ai une question et je vais commencer ce débat-là tout à fait à propos de la santé mentale. Est-ce que c'est possible de me donner une définition simple, accessible pour monsieur, madame, tout le monde de la santé mentale en 45 secondes? Pour la santé mentale, c'est l'aspect général, comment tu vois la vie. Ma santé, sans que là, vous me prenez pas surprise, mais ce que je pourrais dire, c'est comment je vois la vie, comment je vis la vie, sans que je n'ai un problème physique. Mais l'aspect simple, comment je vois la vie, c'est comme ça que je le vois. Ma santé mentale, c'est ma vision sur la vie. Sur la vie, tout à fait. Et on va y revenir justement à votre vision et à la vision justement auquel beaucoup de monde font face présentement, justement, la perte de contact avec ce qu'ils sont, bien entendu. Si vous voulez, Madame Turenne-Lucien, on va prendre une courte pause et on va revenir tout de suite après. De retour à Encore jeune, toujours avec Marie-Josée Turenne-Lucien. Ça va toujours, Marie-Josée? Ah oui, bonjour, Monsieur Moreau. Oui, ça va toujours. Bon, ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On parlait justement de votre mobilité. On sait que vous nous parliez, bien sûr, que vous travaillez à Montfort, vous travaillez à Hawkesbury, Prescott Russell, à l'hôpital Royal à Ottawa. Vous êtes une infirmière mobile. Mais pourquoi est-ce que vous êtes une infirmière mobile? C'est justement que vous voulez absolument traiter les aînés et la santé mentale vis-à-vis des aînés. Alors, ma première question, c'est la suivante. C'est quoi exactement pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la santé mentale pour les aînés? Dans quel concept, dans quelle réalité vivez-vous quotidiennement?
Alors, premièrement, je dois vous dire, Monsieur Moreau, que oui, je travaille. Vous avez dit les noms de mon employeur, mais je ne représente pas, je dois le dire, l'institution en elle-même Mhm. parce qu'ils ont un département spécifique pour ça. Moi, c'est Tout à fait. que mon rôle, étant qu'infirmière mobile en gérontopsychiatrie, c'est vraiment mon expertise, c'est avec les aînés. Tout Et à fait. surtout Alors, ceux qui sont surtout qui souffrent de la démence. Et tout à fait. j'ai Alors, des problèmes de comportement. par- Ouais. par- tout à fait. Alors, justement, parlons-en de la santé mentale et de la démence en particulier. Pour commencer, quels sont les signes avant-coureurs, si je peux dire, de la démence? Commençons par ça. Il faut au moins qu'on puisse avoir une espèce de diagnostic. La démence, c'est quoi et comment je dirais, comment est-ce qu'elle se montre à nous autres? OK. Alors, Monsieur Moreau, il faut absolument que vous sachiez que je suis infirmière. La personne qui porte le diagnostic vraiment, c'est le médecin. Mais par Mhm. contre, il y a des signes pour quelqu'un. Il y a une perte cognitive. Quelqu'un qui commence à, si vous êtes à la maison et vous voyez que vous cherchez vos lunettes, il faut pas croire que vous avez une démence automatiquement. Mais c'est quand vous oubliez que vous avez oublié. Là, c'est un problème. Parce que avoir à oublier des affaires une fois de temps en temps, ou si quelqu'un est là à la maison avec vous, oh, j'ai pas vu, même mes lunettes dans mes yeux, je pourrais les chercher, mais ça ne signifie pas que j'ai la démence. Mais quelqu'un qui est diagnostiqué avec la démence, c'est quelqu'un qui a une perte cognitive et dont les pertes dégénératives, les pertes c'est une maladie dégénérative et les pertes ne sont pas réversibles. C'est la Et, personne qui a, et dépendamment de démence aussi. Quand on parle de démence, Monsieur Moreau, alors si vous ouvrez cette boîte de Pandore, je ne vais pas vous avoir seulement 15 minutes avec vous, parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de démence. Quelqu'un avec la démence Alzheimer, c'est ça qu'on trouve beaucoup plus. Mais on a Mhm. démence vasculaire, on a le Lewy body dementia ou accord de Lewy, on a frontotemporal. Alors, quand les signes que vous m'aviez dit tantôt, on a une perte de mémoire qui est vraiment, irréversible. On appelle amnésie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anosognosie. La personne ne sait pas qu'elle ne sait pas. Elle a une perte, elle ne connaît pas sa perte. C'est une perte de connaissance de la maladie. Alors, la personne a l'agnosie aussi. Si on va vers les A, on a près de 8 A. On a l'amnésie, la praxie, la nosognosie, on a l'aphasie, parce qu'il y a l'aphasie réceptive. Ce que vous me dites pourrait, pour vous, avoir du sens. Mais ce que moi, je reçois, l'information n'est pas traitée de la même Mhm. façon dans mon cerveau qui est endommagé avec la démence. Alors, si vous avez, il y a altération de la perception, il y a beaucoup de A. Alors, si vous voulez, il y a comme quand on dit A, je vois tout mot en français, dont le mot A, la lettre A est devant le mot, c'est une absence de. Alors, si vous Tout à voyez qu'il y fait. a une combinaison de tout cela, vous allez dire, oh, il faut absolument que je cherche un médecin pour, euh, pour voir ma mère ou mon père, ou moi-même aussi, parce que vous pouvez commencer à voir ces pertes-là, mais quand ça devient pire, vous pourriez ne pas les reconnaître vous-même. Oui, tout à fait. La chose que je voudrais savoir de votre part, vous avez dit que c'est irréversible. Est-ce que justement, il y a certains facteurs qui peuvent, comment je dirais, pas annuler, mais au moins ralentir, tiens, allons-y de cette façon-là, ralentir comment je Le dirais, la processus, hein? perte ou le processus, oui, effectivement. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, une santé physique, faire de l'exercice, par exemple, ça Oh permet oui, ça permet de contrôler un peu les choses. Je sais pas moi, jouer aux échecs, c'est un jeu intellectuel qui demande stratégie, attention, précision. La peinture, à oui, vous numéro avez ou raison. autre,
C'est Ah toutes oui, des façons de le faire, des non? activités qui peuvent garder la mémoire, on travaille avec la mémoire. Il y a l'exercice, comme vous dites, avec la santé mentale. Si vous avez votre état de bien-être holistique, vous avez ce bien-être-là et vous êtes bien éduqué, et surtout si vous avez une capacité de faire comment on peut dire ça? Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont des pertes, mais qui peuvent compenser. Vous pouvez, on peut vous demander c'est quoi ça, mais c'est une plume que Hmm. vous avez en main. Vous pourriez ne pas vous souvenir du mot plume, mais vous êtes capable de dire que ça, je peux l'utiliser pour écrire. Sa fonction, je peux me souvenir. Mais comme vous le dites, Monsieur Moreau, je n'ai pas besoin de répéter tout ce que vous venez de dire, parce que oui, c'est vrai. Quelqu'un qui fait de l'exercice, qui mange bien, quelqu'un qui fait le sudoku, on trouve que ça te porte à chercher des informations, il y a des mots cachés. Ces personnes gardent un petit peu plus son habileté de fonctionner dans son environnement. Oui, on voit Est-ce ça. que la, tout à fait. Est-ce que la santé mentale chez les aînés, c'est aussi une question, comment dirais-je, de, de perception aussi de soi? Parce qu'évidemment, vous me regardez, moi je vous regarde, on a notre propre perception de nous-mêmes, mais est-ce que les aînés, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, que le processus est en cours, est-ce que leur perception d'eux-mêmes change beaucoup? Si vous parlez de quelqu'un qui est aîné à vieillissement Mhm. normal versus quelqu'un qui a la démence, le processus se fait d'une façon différente. Parce que la personne qui a la démence ne sait pas qu'elle ne sait pas. Cette personne oublie qu'elle a oublié. Vous pourriez être devant cette personne, elle ne sait pas c'est qui vous êtes. Elle peut se regarder dans un miroir et parle à une vieille madame ou un monsieur qu'elle ne reconnaît pas dans le miroir en se regardant. Alors, Mhm. différemment de quelqu'un qui a toute sa capacité cognitive, quelqu'un qui vieillit normalement, je vois que ces personnes qui sont seules, qui reconnaissent, qui savent qu'ils sont seuls, ces personnes qui n'ont pas une démence, leur santé mentale pourrait être affectée. Et l'isolement, la perte, quand vous voyez combien de pertes à côté d'eux, et surtout s'ils vont vivre dans des soins de longue durée Mhm. ou dans un environnement où ils ne connaissent personne. Vous voyez, Monsieur Moreau, combien de pertes à cette personne. Oui, Mhm. la personne avec cette démence quand même va reconnaître qu'elle est dans un milieu où elle ne se reconnaît pas. Elle est dans une institution où on lui dit à quelle heure se lever, à quelle heure manger, à quelle heure se laver. Et tandis que, Monsieur Moreau, quand je suis à ma journée de congé, je me lève à 10 heures du matin. Mais cette personne qui est en retraite, sa vie, elle passe sa vie à attendre qu'on fasse pour elle, Tout au à lieu fait. qu'elle réalise elle-même. Oui, Oui, tout à fait. Il nous reste peu de temps, mais je vais absolument aborder cet aspect-là aussi. On parlait de démence, bien entendu, mais est-ce que justement on parle aussi de mémoire? Et là, probablement que mon vocabulaire n'est pas tout à fait adapté, mais on sait qu'on a allez-y. une mémoire primaire, on a une mémoire qui emmagasine un plan médian et une mémoire de longue durée. La démence affecte laquelle de ces mémoires-là? La, Ou toutes la les trois? mémoire, la mémoire affecte les trois. Pourquoi? Parce que surtout la démence de type Alzheimer. Sachez, Monsieur Moreau, quand vous avez la démence de type Alzheimer, c'est les dernières choses apprises sont les dernières choses apprises sont les premières oubliées. Vous voyez, alors ma mémoire à court terme va être affectée. Mais si ma mémoire à court terme est affectée, elle ne peut pas être emmagasinée, cette information que vous Évidemment. venez de me dire. Je peux me souvenir des choses passées. Je peux me souvenir des informations qui étaient là emmagasinées parce que dans le déroulement de votre perte, parce que la perte se fait graduellement de la même façon qu'elle a été enregistrée, elle se fait. Graduellement, les dernières choses vont être oubliées. Alors, pourquoi le long terme est affecté? C'est parce que je n'ai plus la capacité d'emmagasiner les nouvelles.
Je ne peux pas avoir de nouvelles mémoires, alors ma mémoire à long terme ne pourrait pas être en aucun temps avoir de nouvelles informations pour ajouter dessus. Très intéressant de Moi, voir comment, oui, pardon, très intéressant de voir comment ça fonctionne. On se douterait pas hein, que tout ça est dans notre mémoire. En terminant, parce que l'entrevue se termine bientôt, en terminant, est-ce que on a parlé des moyens de ralentir la démence, bien sûr, mais il y a aussi une question de se sentir, Marie-Josée. Est-ce qu'on peut, comment je dirais, faire en sorte que les aînés qui en souffrent peuvent mieux se sentir? Je oh, sais pas, Monsieur dans le Moreau, sens de un câlin, je sais pas, quelque chose du genre, là, tu sais, je sais pas. vous savez, Monsieur Moreau, Socrate dit, je pense donc je suis, Hum, mais c'est écrit, je ne me souviens pas le nom de cette personne qui l'a écrit, et ça, je crois que je l'écrirais si j'étais à sa place. Je ressens donc je suis. hum. La personne qui a la démence ressent votre douceur, ressent votre approche. Le regard ne ment jamais. Cette personne croit qu'avec la démence, son regard est votre regard. Si vous avez un regard soutenu, cette personne va voir à travers vos yeux tout l'amour, toute l'affection. Et je suis là pour vous, vous pouvez lui dire, juste avec un Et regard. c'est tout à fait, et c'est pour ça que vous vous intéressez aux aînés. Monsieur Moreau, j'ai été élevé par ma grand-mère. Alors, c'est comme toutes les personnes âgées, à chaque fois que je les vois, je sens ma grand-mère en eux. Tout à fait. Ben, écoutez, Marie-Josée Turenne-Lucien, un grand merci pour à la fois votre expertise, votre savoir, bien entendu, pour nous aider à mieux comprendre et circonscrire ce phénomène de santé mentale. Et merci aussi pour votre chaleur en ondes. C'est vraiment fort agréable de discourir avec vous. Merci énormément. Voilà, j'espère que ce chapitre ou ce premier chapitre consacré à la santé mentale vous a apporté quelque chose de l'expérience humaine pour commencer. Bien sûr, certains éléments de définition, mais aussi certains éléments de vécu. On y reviendra, croyez-moi, c'est sûr et certain.